Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons tous, sans le savoir, à ce perfectionnement de l'humanité. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous, et de façon égale, par le bien comme par le mal, en vivant un jour ou en vivant 100 ans, on a donné l'entièreté de notre existence à ce perfectionnement. Et c'est clair qu'il faut préférer le bien que le mal, choisir de vivre le plus humainement possible plutôt que le plus inhumainement possible. Mais dans tous les cas, chaque être humain contribue à ce perfectionnement. En réalité, le mal construit, ce que nous appelons le mal construit cet état de perfection, de la même manière que le bien construit cet état de perfection. Si on va vers la perfection, c'est parce que l'énergie globale du bien est bien plus supérieure que l'énergie globale du mal. Et donc le mal est une sorte d'aiguillon au bien pour pouvoir se développer et améliorer constamment l'humanité. Voilà, quand ce n'est pas le mal qui se développe dans la société humaine, c'est notre sensibilité au mal. Alors, avant d'entamer la deuxième partie de la vidéo consacrée au nazisme, qui est proposée par France Inter, je tiens à vous dire que si vous pensez que ça vaut le coup que ce site soit un peu plus éclairé, on va dire, si vous pensez que cette idée cette réflexion sur l'évolution de l'humanité, sur le sens de l'humanité, donc le sens de l'être humain, de chaque être humain, est important à se diffuser, ben vous pouvez mettre des pouces, des avis, ça augmente la visibilité. Vous pouvez donc mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est aussi un moyen d'augmenter la visibilité. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Vous pouvez établir des liens avec d'autres sites. Vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter l'espace mécaniqueuniverselle.net où je développe toutes ces théories que je précise un peu plus avec ces vidéos maintenant. Et une nouveauté, c'est que vous pouvez participer par des dons. Il y a un lien sous chaque vidéo, et pour justement améliorer la visibilité de ces espaces, de l'espace YouTube et de l'espace mécaniqueuniverselle.net du site. Et il y a d'autres projets qui sont en cours, et ça peut soutenir aussi ces projets-là. Voilà, donc ceci étant dit, on va lancer la vidéo et je fais comme d'habitude, j'écoute et je commente. Donc c'est une réflexion sur les fascismes. Donc il y a 3 parties, il y a le fascisme italien, le fascisme allemand, le nazisme et le fascisme espagnol. Voilà, là on est sur la deuxième partie et c'est la deuxième vidéo. 700 000 civils au moins. Là, on parle de la Première Guerre mondiale. On parle de la Première Guerre mondiale, effectivement. Donc, le terme d'idéologie qui dénote ou connote la superficialité, l'artificialité et l'altérité ne s'applique pas. Parce que de fait, les nazis nous parlent aussi. C'est ça qui est très gênant. Qui est aussi. Très perturbant, et on va y venir. Oui. Mais pourquoi pas les origines? Parce que
Vous avez parlé de toute l'historiographie du nazisme. On date les origines de la frustration de la guerre, de la Première Guerre mondiale, ou bien alors d'un peuple trop nombreux sur une terre trop petite et qui n'a pas eu, comme la France ou l'Angleterre, l'occasion de coloniser et donc d'avoir cette expansion. Pourquoi il n'y a pas d'origine au nazisme? On ne récuse pas l'étiologie, c'est-à-dire le fait de remonter en amont et d'essayer de voir quels sont les prodromes, les causes ou les fondements, etc. Mais on récuse le terme d'origine dans la mesure où ça participe pour le coup d'une vision du monde ou d'une culture nazie, le fait de parler d'origine. Hein. Le origo latin, c'est vraiment l'extraction et les nazis, ou la procession quasi biologique, si vous voulez, ou quasi organique. Et les nazis ne cessaient de parler de Ursprung, justement, d'origine. Nous, on préfère parler de fondements ou de catégories, de concepts fondamentaux ou de coordonnées mentales pour voir ce qui s'est cristallisé au fond dans la seconde moitié du 19e siècle et qui a en Europe, pas seulement en Allemagne, hein, en Allemagne d'ailleurs plus tardivement, mais en Europe, donné naissance à un monde qui était en bouleversement. Alors ça devient classique et voire banal de le dire, mais quand on voit la réalité du second 19e siècle industriel, urbain, prolétarisé, capitaliste en Europe, et puis dans cet extrême Occident que sont les États-Unis ou l'Amérique du Nord, on voit à quel point les contemporains ont lutté pour... Donc on peut dire... Pour essayer de trouver, de forger des catégories qui donnaient sens à leur expérience du monde. Voilà, alors on peut dire que oui, le milieu de la deuxième partie du 19e siècle, 1800 et quelques, à partir de la Commune quasiment, le monde est en souffrance, le monde ouvrier est en souffrance, l'injustice est à son comble, et la naissance des idéologies, entre guillemets, se fait à partir de là. Le marxisme, etc., les grandes idées généreuses de Proudhon, de Fourier, de Saint-Simon, etc., naissent un petit peu à ce moment-là, un peu avant d'ailleurs. Et donc, il y a quelque chose qui accompagne le progrès qui est technique, c'est l'injustice, les écarts entre les riches et les pauvres, quelque chose qui est extrêmement mal supporté par le peuple, parce qu'il le voit. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on voit les choses et encore davantage, encore plus éclairées grâce aux médias. Maintenant, on est spectateur direct des injustices, des écarts entre riches et pauvres, des quelques milliardaires qui tiennent la planète, une grande partie du pouvoir, etc. Et tout ça pose un problème psychologique à l'homme. Parce que l'humain a compris le principe des différences entre riches et pauvres, entre plus intellectuels et moins intellectuels. Voilà, que cette différence, c'est un des moteurs de la création de l'humanité. Il faut qu'il y ait cette différence, elle est là, elle permet d'une certaine manière d'accélérer le progrès. Mais ce que l'homme ne supporte pas, c'est la régression, le principe qui serait un principe de régression. Et c'est ce qui se passe depuis 30 ans, par exemple, depuis 40 ans, en gros. Pendant les 30 Glorieuses, le progrès ne cessait d'évoluer, le progrès social, le progrès technique, le progrès philosophique, la pensée, la conscience évoluait en permanence. Et puis, à partir du moment où le capitalisme a retrouvé, on va dire, un système, une toute-puissance, et qui correspond à la même toute-puissance à peu près, à mon sens. Hein. Bon, c'est très intuitif ce que je dis, il faut bien vérifier derrière, mais ça correspond bien à la période où le nazisme a pris appui en Europe. C'est-à-dire un peu les années 20, un peu avant, il y a une grande disparité, des injustices qui sont visibles, qui sont
etc. Et donc qui sont au regard du peuple, et c'est insupportable. Et le peuple va chercher que c'est insupportable, mais c'est pas entendu par le système parce qu'il est dans un état de toute puissance. C'est pas sa faute, en règle générale. Au fond, on peut pas demander à quelqu'un qui est dans un moment de toute puissance de pouvoir faire attention aux autres. Certains peuvent le faire, mais c'est très rare. Globalement, dans cet état-là, ça stimule une surdité, un désir de rester dans cet état de toute puissance, qui est jubilatoire d'une certaine façon. Et donc, cette disparité, le peuple ne peut pas la supporter et il se présente à lui deux voies. À l'époque, en 1920, dans ces eaux-là, la voie communiste qui vient de s'imposer en Russie et la voie qui arrive de la droite. Alors une voie qui vient de la gauche, une voie qui vient de la droite et qui parle les deux au monde en souffrance, au monde ouvrier, qui réclame de la justice. Des deux manières, on se retrouve avec ces mêmes propositions. Et ce qui va se passer, c'est que le nazisme va l'emporter sur le communisme, alors qu'il était moins nombreux, beaucoup moins nombreux que le communisme. Il faudra comprendre pourquoi. Je l'explique dans la première vidéo. Et ça n'a pas été complètement réfléchi à la sortie de 39-45. Depuis, on a réfléchi à beaucoup de choses, mais on n'a pas réfléchi aux mécanismes intuitifs qui amènent la montée d'un extrême. À quoi correspondent ces extrêmes? Quelles sont les différences entre l'extrême gauche et l'extrême droite, etc. Tout ça, ça n'a pas été suffisamment bien pensé. Et donc, on se retrouve exactement dans le même cas de figure, avec un système dominant, une oligarchie qui a thésaurisé les médias, qui s'est organisée depuis les années 80 à prendre les médias. Avec ces médias, ils font élire des hommes politiques favorables à cette oligarchie qui bade un peu les dominants comme ça et qui méprise un peu le peuple. Donc des narcissiques, en gros, qui ont une vision qui idéalise les puissants. C'est le shérif de Nottingham, voilà, il est du côté du... Il y a ceux qui sont derrière qui appuient les dominants, et puis ceux qui ont une vision démocratique, et donc qui vont privilégier le peuple, qui vont voir le peuple, et qui vont essayer de faire évoluer le peuple, d'amener... de développer tout ce qui peut lui apporter du bonheur. Ça, c'est les dominants ou les pouvoirs, les politiques démocratiques. Mais l'oligarchie, en prenant les médias, il s'est organisé à faire élire des politiques qui sont favorables à sa cause. Et sa cause, c'est pas la cause des syndicats, c'est pas la cause des ouvriers, c'est le patronat, l'oligarchie. Donc le patronat n'a pas intérêt naturellement à privilégier, à donner les voix, à stimuler la gauche, à stimuler les partis de gauche. C'est légitime. Il va le faire s'il y est contraint. Le patronat va donner des avancées sociales au peuple quand il y est forcé, quand il y a des grèves, quand on l'oblige en somme, quand un système va l'obliger. Là, il va céder, il va donner très difficilement, mais il va donner des acquis sociaux.
Et quand il n'a pas du tout de contradiction, quand il est en roue libre, quand il est en toute puissance, eh ben, il va faire l'inverse, il va ravager les acquis sociaux. Et depuis 40 ans, depuis presque 40 ans, ben c'est ce que fait le patronat. Il ravage les acquis sociaux. Quand on fera le bilan, pour l'instant, il nous affole, il nous prend la tête, ce système. Donc, on ne peut pas réfléchir correctement, il faudrait du temps. C'est pour ça qu'on est toujours en retard sur un drame, sur une horreur. Voilà, par exemple, là, il y a des choses au Darfour ou au Congo, ben, il y a d'autres choses qui vont catalyser notre esprit. On est toujours en retard d'un truc. Pourquoi ? Parce que ce système nous affole. Et c'est un mécanisme pour dominer. Il affole pour dominer. Donc, on ne peut pas véritablement voir toutes les malversations que l'oligarchie et que les dominants produisent sur la planète. On n'arrive pas à voir. C'est trop... Voilà, on est affolé avec ce truc-là. Et ça, à l'échelle individuelle, un pervers narcissique se comporte exactement comme ça. Il affole sa victime pour qu'il ne comprenne rien, en fait, de ce qui lui arrive. Et là, c'est exactement la même chose. Et c'est d'autant plus vrai en Allemagne, et c'est de ce point de vue-là que nous spécifions ce qu'il y a de proprement allemand dans cette histoire. Parce que nous avons l'ambition à la fois de redéfinir les catégories, mais aussi de contextualiser, de situer, en dégermanisant le phénomène nazi. Mais aussi en voyant ce qui, au-delà du texte général, au-delà des catégories générales qui sont propres à tout l'Occident, l'antisémitisme, le capitalisme, l'impérialisme, l'eugénisme, que sais-je encore, le racisme, vous avez un moment allemand, quand même, un premier moment allemand qui est une espèce de cristallisation ou de précipitation de ces catégories dans une première vision du monde Weltanschauung. D'ailleurs, le terme quitte la philosophie à ce moment-là pour s'appliquer aux politiques dans les années 70-80 du 19e siècle. Ce moment de l'extrême modernisation, très rapide, très brutale, très dépaysante au sens littéral, hein. On ne reconnaît plus son pays, on ne se reconnaît plus soi-même. Un moment où il y a une explosion démographique, où il y a une explosion urbaine, etc. Et vous avez un deuxième moment de précipitation qui se situe entre la fin de la Première Guerre mondiale, une fin d'ailleurs qui n'est pas acceptée en Allemagne, hein, c'est une défaite refusée, et la fin des années 20. Nous sommes toujours pour ce numéro d'enquête de politique consacré au nazisme avec les historiens Johann Chapoutot et Christian Ingrao qui ont écrit Le Monde nazi chez Talandier avec Nicolas Patin. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. On ne reprend pas le mot origine, mais les causes ou ce qui amène le nazisme, une recherche de solutions. Et Christian Ingrao, cette recherche de solutions passe par ce que vous appelez une vision du monde. Quels étaient les instruments au moment où le nazisme apparaît, les instruments de la vision du monde des nazis? Quels étaient les processus qui ont fait que la vision du monde nazi a été victorieuse? Vision du monde, Weltanschauung, c'est des termes qui nous paraissent très exotiques. On a l'impression d'entendre des gens hurler du Wotan ou de lire de la philosophie du 19e siècle extrêmement complexe. Or, ça n'est pas le cas. Nous avons tous quelque chose qui est de l'ordre d'une vision du monde qui organise. Aujourd'hui, on parle de narratif, c'est la même chose. C'est presque la même chose, en effet. Le narratif, le nazisme, effectivement, c'est un système d'interprétation qui, pour ceux qui l'ont intériorisé, donne du sens au monde, à l'histoire et à soi. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est de l'ordre du narratif. Ça raconte une histoire. Cette histoire, elle est structurée par un leitmotiv, et ce leitmotiv, c'est la race. L'histoire du monde est scandée par les confrontations entre les différentes races. Johann l'a très bien montré pour l'Antiquité. Les Spartiates, les Athéniens, les Romains sont tous, en fait, issus d'une création aryenne ou nordique. Et on peut suivre les hauts et les bas de l'histoire en suivant ce grand affrontement racial. Donc, la Weltanschauung, c'est d'abord une lecture de l'histoire, mais c'est aussi une lecture du monde. Le monde est un agrégat de races, avec au centre cette zone dans laquelle la concentration de races nordiques est la plus importante, qui va Scandinavie, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, mais vous aurez compris que la Pologne c'est un peu compliqué, Angleterre, etc., nord de la France. Toute cette zone-là est censée être le lieu de concentration des deux grandes races nordiques les plus créatives, etc. Oui, mais comment, dans la période pré-nazi ou au début du nazisme, l'écosystème économique et médiatique de l'Allemagne a permis
à la vision du monde nazie de progresser et d'être victorieuse. Mais tout simplement parce que toute une partie de ce narratif est partagée par tout le monde. C'est-à-dire que vous prenez un nazi et un socialiste, vous les mettez face d'une table, vous enlevez les armes, évidemment. Et on commence à les faire discuter ensemble. Au début, ça va être un peu conflictuel. Puis au bout d'un moment, vous allez prendre des sujets un peu moins conflictuels et vous allez passer sur la crise, quel malheur, etc., etc. Il faut qu'on lutte contre le chômage. Et puis à un moment, vous allez leur offrir une bière. Et à ce moment-là, vous allez leur dire quand même, le traité de Versailles, ça a quand même été, on nous a très maltraités. Et là, les deux seront parfaitement d'accord. Vous diront, c'est un scandale, on nous a... Voilà, c'est clair que c'est ce qu'on retrouve dans nos médias actuellement. Et on voit qu'il y a des points qui vont pas faire l'unanimité, bien entendu, mais qui vont être rassemblés, des gens de gauche, de droite, d'extrême droite, presque d'extrême gauche aussi, et qui vont se retrouver sur des points comme ça. Et le système profite de ça pour faire avancer ces visions. Et la vision de race qui a inséminé tout le nazisme et avant, c'était bien sûr que le nazisme est arrivé à utiliser ce qui était déjà donné avant, mais ce phénomène de race, alors maintenant on en est sorti, mais on en est sorti théoriquement, on n'en est pas sorti au niveau de la réalité, parce que le racisme, l'islamophobie, le racisme anti-africain, c'est un racisme, c'est un problème de race qui ne dit pas son nom, tout simplement. L'Occident l'Occident raciste ne dit pas, ne parle plus de race parce qu'on a compris que ça n'existe pas, que nous appartenons tous à la même humanité, mais c'est dénié par le racisme. Donc ce phénomène, il est exactement, enfin pas exactement, parce que, pardon, ça a évolué. Grâce à Dieu, ça a évolué, on n'est plus dans ce même mécanisme, dans cette même torpeur qui va pouvoir faire, et puis surtout d'une parole libérée, qui était complètement libérée dans les années 20. L'antisémitisme, il était... n'importe qui pouvait dire ce qu'il voulait sur les juifs ou sur les tziganes ou sur les autres races. Maintenant, ça n'existe plus, on ne peut pas. Et les autres races à l'époque, qui parlaient comme ça. Maintenant, on ne peut plus, mais on ne peut plus le faire ouvertement. Mais ce travail, il est en dessous, il est là, il fait son travail et il rassemble et il fédère l'Europe de droite extrême. Voilà, il est en train de fédérer cette... Alors, il y a des raisons, bien entendu, il y a des choses qui... Alors, les médias augmentent vraiment le mécanisme, la violence qui existait ou tout ce qui est révélé par les médias aujourd'hui et qui est monté en épingle et qui fait que ça stimule le racisme et qui est repris en boucle par le système un peu raciste, et donc qui fédère de plus en plus de monde. Ça existait dans les années 70, dans les années 50. Voilà, dans les années 70, les bagarres entre maghrébins et occidentaux, ça existait, ça se passait, sauf que personne n'en parlait, ou c'était très peu, ça occupait pas le devant de la scène. Là, ça occupe le devant de la scène, et donc ça pose un problème qui n'est pas réel, bien sûr, parce que le racisme, par exemple, à la campagne, il fait 30%. Les gens parlent de ça, alors qu'ils n'y sont pas du tout confrontés. Quand on discute avec des gens, il n'y a pas, par exemple, dans un village comme le mien ou ailleurs, il n'y a pas du tout de problème qu'on pourrait rencontrer dans des grandes villes, de problèmes d'agressivité ou des choses comme ça. Ça n'existe pas. Et pourtant,
ça parle comme ça parle comme si ça existait, parce que c'est ce qui est engendré par les médias. Et les médias qui appartiennent à l'oligarchie, donc au patronat. Et le patronat, pour lui, son intérêt, c'est que ça soit la droite, et voire l'extrême droite qui passe, mais pas la gauche. Donc tout ce qui peut détruire la gauche, ça va être stimulé par ces médias de l'oligarchie, donc du patronat. Et ce mécanisme-là, il est irrépressible parce que on ne peut pas sortir les médias du patronat. On ne peut pas, maintenant que ces prisonniers là-dedans, que ces médias appartiennent aux oligarques, on ne peut plus... il faudrait une révolution pour arriver à dire non, là, ça nous conduit au mur, parce que quoi qu'il arrive, c'est un mur. Même si l'extrême droite en Europe, admettons, prend le pouvoir, mais il y a un moment où ça se finira exactement comme ça s'est passé dans n'importe quel parti où l'extrême droite a pris le pouvoir. Il y a un moment où ça commence à resserrer, il y a un moment où l'agressivité entre Européens, comme on l'a connu au 19e siècle, au 20e siècle, qui a engendré toutes les guerres, ça n'arrêtait pas entre les Polonais, les Allemands, les Sudètes, enfin je ne sais pas, voilà, ça n'arrêtait pas. C'était quelque chose qui était... il y avait des guerres en permanence depuis des siècles, et c'était comme ça. Donc cette animosité, elle remontera, elle reviendra avec ça, parce que c'est inhérent à cette vision extrême. Cette vision extrême, elle est hyper nationaliste. Et alors que la vision extrême du communisme, elle est fraternelle, disons, on va dire. Mais je ne dis pas que le communisme est une merveille et l'idéal du genre humain. Mais simplement, c'était le système, ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut promouvoir, c'est la fraternité entre les peuples, etc., etc. C'est ce qu'il a fait dans le système URSS. Voilà, il y avait des tas de réunions entre les différents pays, et c'était la joie qui devait prédominer, c'était la fraternité, etc. Donc, c'est deux mondes vraiment différents. Ça n'a rien à voir avec le monde de l'extrême droite. Maltraité, c'était un monde d'ennemis qui était ligué contre nous. Ces gens veulent notre perte. Il faut absolument que ça change. Johan Chapoutot. De fait, la société allemande n'était pas vouée à se jeter dans l'horreur criminelle telle qu'elle s'est déployée à partir de 1930. Quelle est la mécanique qui fait qu'elle s'y est jetée? Lorsqu'on fait des études qualitatives, en l'occurrence avant 1930, on se rend compte que les valeurs des Allemands, elles sont pas plus violentes ou délirantes qu'ailleurs. Ils sont pas plus antisémites qu'ailleurs. Ils sont pas plus nationalistes qu'ailleurs. Les valeurs de partage, de paix, l'attachement à la paix sont plutôt bien partagés dans ce pays. Et vous avez le mouvement socialiste d'ailleurs était très puissant. Très puissant. Vous avez la gauche la plus structurée, la plus intelligente, la mieux organisée au monde, la plus ancienne également. Dans les années 20. Et vous avez face à ça des gens qui ont très bien identifié qu'il fallait infléchir ou tordre l'opinion publique pour redresser l'Allemagne. Et ça s'est cristallisé pendant la Première Guerre mondiale. Mais vous avez ils l'ont pas compris. C'est peut-être, à mon sens, c'est un côté très intuitif. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Le système, la gauche fonctionne sur une organisation, on va dire, un peu démocratique. Elle veut faire monter... elle réfléchit de façon démocratique, et de l'autre côté, ça réfléchit de façon instinctive. Et donc, dans l'instinct, il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide pour trouver les clés. C'est très intuitif. C'est le principe d'un groupe, une mafia, dans n'importe où la mafia domine le peuple.
eh ben, c'est quelques mecs organisés, qui sont extrêmement intuitifs, c'est pas une réflexion à analyser à froid, etc. C'est pas des essais qui conduisent à prendre le pouvoir, à trouver les clés. Là, en l'occurrence, la clé, c'était d'arriver à faire peur, voilà, au peuple. C'est ce que les nazis ont réussi à faire. Ils ont fait peur. Quand ils étaient vraiment violents. C'était vraiment la violence. C'était vraiment comme, par exemple, la mafia a réussi à faire peur. Quelques mafieux à Marseille ont réussi à faire peur à un groupe de dockers qui étaient en grève parce qu'ils étaient plus violents, tout simplement. Ils étaient plus déterminés à la violence, plus déterminés jusqu'au bout, jusqu'au boutiste, je ne sais pas exactement, mais ils étaient plus violents et donc ils étaient une poignée et les autres étaient beaucoup plus nombreux et pourtant ils ont eu peur. Et c'est pareil pour le nazisme. Les nazis étaient très peu nombreux, mais ils ont réussi à faire peur à tous ces partis de gauche qui n'arrivaient pas à se fédérer. Il y avait des socialistes, il y avait des communistes, il y avait des marxistes, il y avait des anarchistes, etc., etc. Et ils n'arrivaient pas ils se tiraient même entre eux, ils n'arrivaient pas à se fédérer, ils n'arrivaient pas à devenir une force compacte. Et donc, de l'autre côté, par contre, c'est très vite fait de devenir une force compacte parce que le système, il s'organise très très vite dans le système mafieux et c'est un système mafieux qui s'est imposé avec le nazisme. C'est ça. C'était un système mafieux avec un phénomène de meute. Espèce d'équivalent de Bolloré à l'époque, dans la Première Guerre mondiale, qui était un ultra-nationaliste, un ultra-antisémite, un radical, qui était un magnat de la Ruhr, qui s'appelait Alfred Hugenberg, qui a décidé de changer tout simplement de fonds d'investissement, puisqu'il a décidé d'investir, pour le coup, l'espace médiatique. Donc là, on parle de bataille culturelle. Oui, et c'était clairement pensé comme ça par quelqu'un qui a été un compagnon de route des nazis, qui finalement a fini par se faire dévorer, désosser, recracher par les nazis en 1933, parce qu'en 6 mois, c'est terminé. Il a été ministre du cabinet Hitler, mais ensuite il s'est fait vider, puis il a dû céder tout son empire médiatique. Mais son empire médiatique, c'était 1600 médias. 1600 médias. Et c'est vraiment Hugenberg qui a fait le travail de bombardement en nappe comme ça de la société allemande, qui a acclimaté, comme on le voit aujourd'hui au fond, les cadrages, les thématiques, les idées, les raisonnements de l'extrême droite. Parce que Hugenberg... C'est exactement ça. Et c'est là où ce système, à mon sens, est toujours bis repetitas. Donc ce type-là, ce magnat, détestait la gauche, un peu, sans doute, à mon sens, parce que donc il y avait cette gauche qui était là, qui voulait développer le social, qui voulait réduire le temps de travail, qui voulait que les patrons apportent des acquis sociaux à leurs ouvriers, etc., qui étaient vraiment pour le monde ouvrier. Donc, toutes ces partis de gauche étaient là. Et ce magnat, donc, par détestation de ce groupe, va soutenir quelque chose, va soutenir cette extrême droite qui était là, va soutenir les nazis, va mettre à son service les 1200 médias qu'il possède. C'est hallucinant qu'on laisse un système, c'est ça, c'est de laisser les médias à l'oligarchie, c'est un suicide, voilà. Et que ça soit la gauche qui les fait actuellement pour nous, que ça soit François Mitterrand qui ait ouvert les vannes des médias et qui a commencé à les donner à Bouygues, etc., à Berlusconi, à tous ces gars-là, c'est proprement... Espérons que ça soit de l'inconscience. Parce que si c'était conscient, c'est vraiment un crime contre le peuple, quoi. Parce que
c'était évident que ça allait se passer comme ça se passe, même en mettant des règles ou quoi que ce soit. C'était impossible que ça se passe autrement, que ce système, voilà, détruise la gauche progressivement. Donc c'est la gauche qui met ça au point, et ce système détruit la gauche et au profit de la droite et de l'extrême droite. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et au final, cet oligarque, il s'est fait piller parce que le rouleau compresseur de l'extrême droite, il n'a pas de complexe. Les nazis n'ont aucun complexe. Et c'était pareil pour les fascistes en Italie, et c'est pareil pour Franco en Espagne. C'est fini une fois qu'ils ont acquis le pouvoir. Les médias, ils peuvent plus rien dire derrière. Ça va très très vite pour mettre tout le système au pas. Alors, les nazis l'ont mis au pas de manière brutale et radicale parce que c'était des psychopathes et ils s'embarrassaient pas de la législation, de la loi, même s'ils faisaient semblant de le faire, mais ça les gênait pas d'exterminer les syndicalistes, d'interdire les syndicats, enfin de ravager le système et sans demander l'avis au peuple, quoi qu'il arrive. Mais le système actuel, les droites extrêmes actuelles, quand elles prennent le pouvoir, elles vont rester dans la légalité, mais on le voit dans certains pays, mais ils vont trouver les moyens pour neutraliser toute contestation, pour ne plus avoir de contestation, de problème avec le peuple. Le peuple, il doit obéir, il doit suivre, il doit accepter les choses telles qu'elles sont. Et on le voit dans tous les systèmes pseudo-dictatoriaux actuels. Qui était ultra financé par ses amis du capital, était un nazi sans la carte, si vous voulez. Alors, Christian Ingrao, là on est en train de faire un parallèle. Il est mécaniquement intéressant, il est politiquement séduisant. Est-ce qu'il ne va pas trop loin ? Bolloré, en quoi un historien du nazisme, donc du pire et de l'exception, peut nous mettre en garde contre la mécanique bollorienne qui a amené le nazisme ? Et on voit là le journaliste à quel point il a du mal à lâcher le truc. C'est clair, mais c'est parce que c'est difficile. Il a une place, il y a un système, et pourtant il fait partie d'un média où normalement on ne peut pas te mettre à la porte comme ça, je suppose. Je ne sais pas comment c'est encore, mais à l'époque où c'était vraiment public, où les médias appartenaient au public, ils ne pouvaient pas, ils étaient mis dans des placards, etc., mais ils ne pouvaient pas être licenciés. Et c'est un des avantages qu'a acquis le patronat actuel. C'est-à-dire, il peut, celui qui ne lui convient pas, il le met à la porte et puis c'est tout. Ça s'arrête, ça va très vite. Donc, il ne reste plus que ceux qui lui conviennent. Ça, c'est très très rapide. Par la peur ou par la sanction. Comment vous pouvez nous expliquer qu'il faut faire attention sans non plus faire des parallèles outranciers ? Mais vous voulez vraiment une réponse ? C'est des parallèles outranciers, mais non, c'est aussi simple que ça. Il y avait pour ce type, comment il s'appelle, donc Alfred Hildenberg, il savait pas du tout dans les années 20 ce qu'allait devenir le nazisme. Et donc, ça ressemblait à un parti comme un autre. C'est pas pour rien que la majorité des Allemands ont voté pour ce parti. Parce que c'est après que ça se décide. C'est pas sur l'instant, ils ont l'air toujours complètement ordinaires. Et d'ailleurs, ils disaient je toucherai pas à ça, je toucherai pas à ça. Vous inquiétez pas, etc., etc. Donc, c'est la même chose pour Bolloré. Bolloré, il est dans le même, c'est le même mécanisme. Après, maintenant qu'on ait réussi à mettre quand même des barrages, à faire des choses, et puis il y a les médias qui sont
il y a beaucoup plus de fuites possibles dans le système pour éclairer les choses. Mais c'est pas... Écoutez, on va commencer par répondre sur un truc. Moi, j'ai fait ma thèse sur un groupe de 80 personnes qui sont des intellectuels et qui sont caractérisés par un parcours militant au sein de la SS et puis un parcours, une carrière dans les appareils de sécurité. En d'autres termes, je suis en train de vous dire que j'ai travaillé sur 80 personnes qui sont historiens, géographes, économistes, juristes, etc., qui sont trouvés avec un flingue dans la main en train de tuer des bébés devant des fosses en Biélorussie. Donc, si vous voulez, moi, la question de l'engagement et la question de la présence de l'historien dans l'espace public est une question qui me pose un énorme problème, et ce d'autant, si vous voulez, que j'ai passé mon dernier oral de l'agrégation le jour où Ratko Mladic a séparé les femmes et les enfants à Srebrenica. Alors, si vous voulez, je ne prétends pas, et je ne prétendrai jamais, avoir une quelconque voix au chapitre sur ces questions-là. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que les historiens peuvent essayer de mettre en place un certain nombre de postes d'observatoire qui sont des pas de côté par rapport à ce que peuvent faire d'autres personnes, des économistes, des politiques. C'est là où, quand même, ce qu'il vient de dire, c'est super intéressant. Parce que ça veut dire que les scientifiques, voilà, on ne peut pas idéaliser, on peut pas, on entend des pros-machins, etc., des gens qui, d'une éthique imparable, et ben, les circonstances font que parfois ça déborde. Voilà, donc il y a des chercheurs qui se sont retrouvés à Auschwitz, à Dachau, etc. Il y a eu tout un mécanisme qui s'est imposé derrière. Donc on ne peut pas idéaliser les choses, il faut faire attention, et une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est autre chose. Il faut attendre après que ça se termine, la catastrophe. Une fois que la catastrophe elle est ouverte, c'est compliqué il n'y a pas de solution en dehors d'attendre que ça s'épuise, une fois que Hitler est arrivé au pouvoir, il n'y avait plus moyen en dehors du fait qu'il aille lui-même à sa perte, et c'est ce qui se passe à chaque fois globalement. Ou alors ils tiennent jusqu'à la mort, comme Franco, mais quoi qu'il arrive, c'est tout le monde derrière attend qu'une chose, c'est que ça se termine dans cette politique, etc., etc. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est simplement, non pas de faire des parallèles mécaniques, mais simplement de pointer des postes d'observation. En train de parler de la comparaison entre Hugenberg et Bolloré est quelque chose que vous n'aurez pas beaucoup entendu jusqu'ici, et c'est quelque chose qui permet de comprendre un certain nombre de choses. Une autre chose, un autre point, par exemple, sur lequel on pourrait faire, c'est, on pourrait vous parler du congrès d'Erlangen de 1919. Le congrès d'Erlangen de 1919, c'est le congrès des mouvements étudiants. Et à ce moment-là, on est en 1919, en une année, dans toutes les universités allemandes, les étudiants ont mis en place des élections dans lesquelles ce qui comptait était quelles sont les conditions pour rentrer dans les œuvres de bienfaisance. Et ces conditions, c'était un arbre généalogique. Quel est l'avenir d'un pays, d'un régime plutôt, qui est le régime de Weimar, dans lequel l'ensemble de ces élites votent à plus de 60% pour des organismes qui sont déjà violemment nationalistes, irrédentistes et antisémites. La question de la porosité... Donc, c'était ça, et il y avait quelque chose qui était derrière, il y avait ce potentiel. Et là, ce potentiel, il y est encore sur l'antisémitisme, mais le potentiel, il est passé sur le racisme, dans sa grosse dimension. Et on se retrouve avec le même potentiel. Donc après, c'est facile de s'appuyer sur ce potentiel pour monter, pour accéder au pouvoir en flattant ses basses valeurs, voilà, ses bas instincts. Entre les élites et le type d'idéologie dont on est en train de parler est une question qu'il faut poser et qu'on ne posait pas de la même façon il y a 20 ans et maintenant. Avec les historiens du nazisme Johann Chapoutot et Christian Ingrao, que peuvent nous apprendre les historiens sur notre vie politique actuelle? Cette question est plus dramatique pour les historiens du nazisme. Est-ce que, Johann Chapoutot, votre livre et le discours qui va avec, est-ce que vous êtes en train de nous alerter sur une pente ?
Les historiens sont sensibles à la différence des temps. Je reprends la belle expression de Marc Bloch, mais les historiens pensent aussi que la distinction passé-présent, comme la distinction fiction-réelle ou discours pratique, sont des distinctions qui sont importantes pour commencer à réfléchir, mais qui doivent être dépassées assez rapidement. Je pense pas qu'après presque 150 ans de psychanalyse, on puisse dire que passé-présent, c'est pas la même chose, si vous voulez. Il me semble que c'est pour le coup très très présent le passé. Et par ailleurs, les historiennes et les historiens réfléchissent en analogie également. Ils distinguent des acteurs, des dynamiques, des intérêts. On peut distinguer des configurations que l'on voit, sinon se reproduire, du moins être parallèles, être comparables d'une période à une autre. Et de fait, la comparaison en histoire, on passe sa vie à faire ça. Le simple fait d'écrire de l'histoire, c'est déjà de la comparaison. Parce que je suis ici et maintenant et j'écris sur 1936. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il faut pas se leurrer trop vite sur ce que l'on appelle le nazisme. Et je pense qu'on y revient surabondamment dans le livre. Le nazisme en 1933, en 1936, jusqu'en 1938 au fond, et même un peu après, ce n'est pas Treblinka, ce n'est pas Sobibor, ce n'est pas Auschwitz. Le nazisme, c'est une entreprise de régénération socio-biologique radicale, ambitieuse, qui a une force de frappe médiatique délirante avant même l'arrivée au pouvoir, une force de séduction et d'appel de sens qui rend effectivement cette vision du monde désirable et efficiente dans la société allemande, parce qu'elle est travaillée par ça. Le nazisme, c'est quelque chose comme une extrême droite peut-être un petit peu plus vociférante, un petit peu plus musclé dans ses méthodes que d'autres, mais tout à fait acceptable. Christian parlait des élites, disons les élites patriotes. Non, acceptable non, parce que quand on analyse bien le comportement, ce qui s'est passé jusqu'en 1938, c'est loin d'être acceptable, évidemment. Mais c'est pas catastrophique, peut-être, voilà, c'est pas des rafles permanentes, c'est pas des crimes de masse, etc., etc. Donc ça se voit pas de la même manière. Mais là, c'est fini. Plus personne peut bouger, plus personne peut faire quoi que ce soit. Le racisme est à bloc. Les plus violents sont dehors dans la rue et font ce qu'ils veulent. Voilà, on est patrimonial. Les gens qui sont là, les dominants, qui sont pas forcément bien éclairés et bien intelligents, mais en tout cas qui sont là. Ces gens-là, pour le coup, ils vont moins être sensibles à la rhétorique haineuse d'un vociférateur de brasserie ou d'un animateur de foire comme Hitler qu'à Hugenberg. Parce que Hugenberg, c'est le complet veston, c'est la montre goussée, c'est le milliardaire, c'est les moustaches frisées, et c'est le doctorat, c'est un docteur Hugenberg. Mais dans le discours, regardez ce que disent des gens comme Hugenberg, ils disent la même chose que les nazis, la même chose. Et d'ailleurs, ils veulent les imiter en créant des unités paramilitaires, des associations de jeunesse pour essayer de capter un petit peu de la force ou de la vista militante des nazis. Donc ces questions-là, je pense qu'elles méritent d'être posées de manière analogique ou comparative entre eux et nous. Et cela s'est permis par un véritable effort de projection dans une société dont les catégories en 1933 ou en 1936, et je parle même de l'élite nazie pour le coup, ne sont pas celles de l'extermination. Donc vous avez une espèce d'écran comme cela, légitime, qui va fausser la perspective et qui nous interdit d'accéder à ce que était le nazisme pour ses contemporains, que ce soit les masses allemandes pour aller vite, mais aussi les élites étrangères qui plébiscitaient le nazisme quand même, et plébiscitaient ses idées. Parce que vous avez quand même une hiérarchie nazie qui a refait de l'Allemagne une zone optimale d'investissement à partir de 1933. Alors, et plébiscitait ses idées, ou elle ne voulait pas voir ses idées par une cécité volontaire parce que le nazisme fournissait une possibilité de croissance à tous les exportateurs, puisque le nazisme investissait en masse. Écoutez, prenez les élites françaises, les élites américaines et britanniques. On va arrêter là. Voilà, la vidéo est déjà assez longue. Je vais la reprendre dans un petit moment. Voilà, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.